on va aborder la lutte contre les maltraitances, parce qu'aujourd'hui on utilise le terme avec un S au pluriel. Donc je vous invite à venir, on va se rapprocher. Voilà. Donc plutôt sous forme d'échange avec deux interlocutrices pour aujourd'hui. D'une part Mathilde Sariquet, qui est responsable qualité à l'association APAGE 33, donc autrement dit en Gironde. Je poserai les mêmes questions ensuite à Madame Jamet, Isabelle Jamet, qui est directrice générale d'une autre association aussi en Gironde, en l'occurrence la DAPI. Donc Mathilde, la première question, c'est comment est-ce que cette thématique, lutte contre la maltraitance, a été travaillée chez vous au sein de l'association ? Alors, donc, au niveau de la page Gironde, cette thématique, elle a été travaillée en plusieurs phases, à savoir que sur les années précédentes, jusqu'à à peu près il y a 2-3 ans, elle n'était pas vraiment travaillée de façon très formalisée. Elle était plus travaillée sous le thème de la bientraitance. Et après, bien sûr, les événements étaient traités au cas par cas. Et puis il y a 2-3 ans, l'association a vraiment souhaité restructurer sa politique qualité et cette thématique-là notamment a été également retravaillée, donc avec vraiment un passage de cette thématique de simplement travailler la notion de bientraitance à vraiment la prévention des risques de maltraitance. Donc du coup, dans ce cadre-là, on a une première phase où on a vraiment retravaillé les outils associatifs, avec vraiment à chaque fois cette mise en lumière de cette thématique. Donc par exemple avec le retravail de la trame des projets d'établissement, avec donc une partie spécifique axée sur la prévention des risques de maltraitance, qui devait être travaillée ensuite sur les structures et qui listait les différentes thématiques, et travailler également notamment le cas échéant avec les CVS. Également la mise à jour de nos documents d'information envers les personnes, les livrets d'accueil, les affichages obligatoires, avec les ressources à leur disposition, mais également les mesures que l'association mettait en œuvre. Nous avons également retravaillé nos procédures, la procédure événement indésirable, avec une sensibilisation à la culture du signalement, qui est très important à porter auprès des professionnels, la rédaction également d'une procédure plainte et réclamation, que nous avons communiquée auprès des personnes, pour que les personnes puissent également s'en saisir. Nous avons également mis en place un site internet dédié qui s'appelle signalement.net. La mise en place de ce site permet aux professionnels de signaler de façon anonyme ou non toute situation qu'ils soupçonneraient de relever de faits de maltraitance. Et donc nous avons largement également communiqué sur ce sujet. Et puis, de façon générale, nous avons relancé les sessions de formation autour de la bientraitance et de la prévention du risque de maltraitance. Il y a plusieurs sessions par an auxquelles les salariés donc, sont inscrits et l'ensemble des directeurs a été formé l'année dernière. Donc ça a été un petit peu une première phase. Et puis une deuxième phase a été mise en place en parallèle des évaluations HAS qui ont eu lieu en parallèle. Du coup, les visites d'évaluation telles qu'elles ont été programmées et telles que vous les avez vécues, parce que vous en avez vécu plusieurs. Oui. Ok. Vous pouvez nous redire combien ? À fin d'année, on sera une douzaine. D'accord, donc déjà un beau... Ouais. Est-ce que vous avez le sentiment que préparer une visite d'évaluation, ça a changé la donne pour vous ? Ça a coloré différemment peut-être votre démarche ? Alors oui, ça a quand même accompagné, puisque comme je le disais, donc cette démarche de restructuration, elle a été mise en place à peu près il y a 2 ans. Et nous, notre première audit d'évaluation HAS a eu lieu il y a 18 mois, en avril 2023. Et donc du coup, je dirais que ces audits, ils nous ont aidés à structurer cette démarche de 2 façons. La première parce que, dans le cadre des échanges avec de l'étude du référentiel d'abord, et puis des échanges avec les auditeurs, cela nous a vraiment permis d'affiner les attendus, également les outils envisageables dans le cadre d'une politique de lutte contre les risques de lutte contre la maltraitance, Et du coup, nous avons à la fois affiné nos outils, donc du coup avec un travail axé aujourd'hui autour de 3 outils principaux, un travail autour d'une réflexion locale au sein de chaque structure sur la notion de charte de bientraitance. Nous sommes partis d'un document de l'HAS générique qui est retravaillé localement avec les équipes sur qu'est-ce que la bientraitance à la lumière de l'accompagnement et du public spécifique du service. Donc ce travail, il est vraiment fait en équipe pour incarner la notion de bientraitance localement. Le deuxième outil que nous avons développé dans cette démarche et dans le cadre des audits également, c'est le travail sur un document unique d'évaluation des risques de maltraitance, donc un DUERM. Là aussi, nous sommes partis d'une trame qui préexistait, que nous avons retravaillée et qui permet au directeur, là également avec les équipes, et lorsque cela est possible avec les personnes, de travailler en fait à la lumière du parcours de la personne depuis l'admission jusqu'à la sortie éventuelle,
les risques de maltraitance à chaque étape. Donc l'idée est d'identifier les risques, les qualifier et identifier éventuellement les leviers de prévention. Et enfin, le dernier outil est le plan de prévention. Donc là, nous sommes encore en réflexion quant à une trame vraiment posée. Aujourd'hui, la liste des moyens d'identification et de lutte est plutôt dans les projets d'établissement, mais c'est un document, je pense, que nous retravaillerons également dans le cadre de la démarche que nous allons co-déployer avec le CECA, dont nous reparlerons tout à l'heure. Et simplement pour dire que le deuxième axe autour des audits d'évaluation, ça a permis donc d'affiner la réflexion, mais également le fait que nous ayons une programmation posée et que les structures finalement aient une échéance à laquelle on savait que ces thématiques-là seraient évoquées avec les auditeurs. Ça a également parfois eu un effet de levier. On parlait ce matin d'utiliser l'audit les évaluations HS comme un levier pour structurer et porter la démarche qualité. Et ça a également eu pour certains cet effet d'impulsion. Alors, on ne prône pas le fait de faire des outils pour les auditeurs, mais parfois, c'est vrai que ça a pu permettre simplement de mettre en mouvement des réflexions qui n'étaient pas encore tout à fait actives. D'accord. Donc, vous avez été en mesure, pour la plupart des évaluations que vous avez déjà réalisées, de présenter ce plan de prévention et de gestion. Ou parfois, il était en cours et pas tout à fait finalisé, c'est ça ? Alors voilà, on a des structures qui avancent à différents rythmes. Encore une fois, comme je le disais, ce qu'on ne souhaite pas, c'est que les choses soient faites pour les audits et pour les auditeurs. On souhaite vraiment que les démarches soient portées, incarnées, appréhendées par les équipes et donc que ça ait un sens. Donc certaines structures qui étaient un petit peu plus matures en termes de qualité, de démarche, ont porté ces outils, les ont déployés et d'autres, effectivement, les ont prévus sur le plan d'action qualité et sont encore en réflexion, mais la démarche est initiée. D'accord, et ça a été entendu par les évaluateurs. Donc tout à fait, ça a été vraiment perçu de façon très positive sur les structures où le travail avait été fait. Ce qui a été extrêmement apprécié, c'est que ce travail a été fait collectivement, de façon pluridisciplinaire, avec les équipes, parfois avec les familles. Donc ça a été vraiment valorisé par les auditeurs, ce qui a permis finalement de faire un retour positif aux équipes. Donc ça a soutenu bien sûr cette démarche. Et puis pour les structures où c'était un petit peu moins avancé, mais où le plan d'action qualité indiquait que ces outils allaient être déployés, ça a tout de même été valorisé, tout en rappelant les attendus forts effectivement de formalisation sur ce sujet. D'accord, donc ça n'a pas été forcément un 4 comme cotation sur ces critères, pas pour tout le monde, mais avec une vision un petit peu plus à moyen terme de savoir comment vous allez faire. Ouais. Oui, tout à fait, et c'est vrai que du coup, pour rebondir encore une fois sur ce qu'on disait ce matin, c'est vrai que aujourd'hui, les évaluations HS, elles permettent quand même de structurer la réflexion sur ce sujet, de se mettre en mouvement parfois, et on le porte vraiment comme ça, et on sait que cette démarche associative va continuer à évoluer. On se rend compte dans le cadre de ce travail qu'il est important de travailler bien sûr l'identification des risques, les moyens de prévention, mais aussi et surtout de travailler la définition commune des situations de maltraitance. On se rend compte bien souvent que les professionnels, et à la lumière de cas concrets, de situations concrètes, les professionnels, lorsqu'ils sont bienveillants ou ils ont une bonne intention, ont du mal à qualifier parfois une situation de maltraitante, alors que l'impact sur la personne peut être un petit peu, c'est pas tout blanc, tout noir, on peut être dans la zone grise. Et donc ce travail-là, il est vraiment, vraiment important. Et c'est donc ce qu'on souhaite poursuivre dans le cadre de la démarche que nous allons déployer sur notre foyer occupationnel, le foyer Marbeuf. Donc sollicité par le CECA, nous allons tester une démarche méthodologique d'identification des risques de maltraitance pour pouvoir justement mettre en place une méthodologie que je vous laisserai peut-être expliquer. Mais notre objectif, c'est vraiment de continuer à progresser sur cette thématique. Ok, merci beaucoup. Parce qu'effectivement, il y a 2 éléments de réglementation qui ne vous auront pas échappé. Premier élément, 2022, loi Taquet, qui vient donner une définition de la maltraitance ou des maltraitances, ce qui donne finalement un éventail assez large. Ouais. Deuxième élément réglementaire, c'est que depuis début 2023, cette politique de lutte contre la maltraitance doit faire partie du projet d'établissement ou de service. Donc, ce n'est pas neutre. D'où cette notion aussi parce que ça revient souvent dans les formations qu'on peut animer, mais comment est-ce qu'on s'y prend pour établir un plan de prévention et de gestion des risques de maltraitance. C'est difficile à appréhender, c'est des nouvelles notions, et la frontière effectivement avec la bientraitance, il y a des fois où c'est pas très clair, mais ce que je voulais redire, c'est qu'effectivement donner l'information d'une part aux professionnels, d'autre part aux personnes accompagnées, c'est déjà le premier pas.
information sur les droits, information sur la façon dont les personnes peuvent se manifester si ces droits ne sont pas respectés à leurs yeux à un moment donné. Et ça va valable aussi pour les proches. Donc vous voyez qu'on fait des liens avec le traitement des EI, le traitement des plaintes et des réclamations. Donc il y a beaucoup de choses qui sont liées. Et une démarche promotion bien-traitance, lutte contre la maltraitance, c'est forcément avec différentes ramifications. Voilà. Merci beaucoup pour ces précisions. On peut voir comment ça s'est passé à l'ADAPI Gironde. Donc Isabelle Jamet, qui en est la directrice générale. Bonjour à toutes et tous. Oui, donc à l'ADAPI la Gironde, en 2023, nous devions retravailler notre projet associatif. Et ce travail du projet associatif, on l'a fait vraiment de façon très partagée, très large. C'est vrai que dans nos associations du type ADAPI, on est vraiment sur le principe d'une triple expertise, l'expertise des professionnels, des personnes et des familles. Et donc on a vraiment travaillé sous cet angle-là. Et donc on a effectivement, alors si j'arrive à le faire marcher, voilà, c'était très bien. On a effectivement travaillé à ce projet associatif, donc 2024-2028, et il est ressorti dans le cadre de ce projet, une des grandes orientations, un grand engagement qui était énoncé, c'était de garantir la bientraitance. Et donc, après cet engagement qui était vraiment partagé, on a décidé tout simplement, effectivement, de le traduire sous forme d'un grand plan stratégique, à la fois en faveur de la bientraitance et puis pour éviter et prévenir les actions de maltraitance. Ce plan, bien sûr, on l'a travaillé avec, bien entendu, les dernières recommandations nationales qui avaient été diffusées, notamment la stratégie nationale de lutte contre les maltraitances qui a été publiée en mars 2024, et puis, et c'est pour ça qu'on ne l'a encore pas officiellement diffusée, les dernières recommandations HAS, là, toutes récentes, d'octobre 2024, pour lesquelles on a mis en annexe certaines fiches pratiques. Comme on a été sur une démarche vraiment à la fois avec les professionnels, avec les familles et avec les personnes, on a décidé de mettre en place une commission de suivi de la mise en place de cette stratégie, avec en effet les différentes parties prenantes de notre association. Et bien entendu, pour cette mise en place dans les établissements et dans les services, voilà, j'indique simplement que l'ADAPI de la Gironde, c'est une association qui est assez importante puisqu'on accompagne plus de 2000 personnes, et que donc pour effectivement asseoir une stratégie en faveur de la bientraitance, il semblait effectivement que ce plan devait être affiché et largement annoncé. Ce qui est assez naturel quand on va au niveau des établissements, c'est tout l'appui effectivement que l'on peut avoir dans le cadre, et vous le citiez effectivement, le nouveau décret des projets d'établissement qui intègre également cette notion de bientraitance, et puis bien sûr les visites d'évaluation externe qui rebondissent sur le sujet et permettent en fait de rendre très pratique en fait tous les axes de ce plan stratégique. Les différents axes de ce plan stratégique, en fait, à la fois, il résume en fait un certain nombre en fait d'actions qui étaient déjà menées au sein de l'association, et puis parce qu'on l'a largement présenté à la fois auprès des familles et auprès des personnes, en fait, il s'est alimenté. C'est pour ça que ça a duré pratiquement une année, puisque là, on arrive à fin 2024, on l'a débuté en début d'année. On arrive effectivement avec toutes les contributions à un plan qui va être complètement diffusé. Voilà. D'accord, donc une réflexion associative qui va finalement se décliner, encore sur plusieurs années. Vous aussi, vous avez, on ne doit pas utiliser le terme de subi, mais vous avez vécu plusieurs visites d'évaluation. Voilà. Donc là, c'est un extrait de votre... Tout le plan, effectivement, je peux revenir dessus, mais ça intègre vraiment à la fois, bien sûr, les professionnels, avec les différents outils qu'on a pu effectivement présenter lors des visites d'évaluation, puisqu'on a, en 2023,
2023-2024, on a réalisé, donc avec les représentants de la HAS, à peu près 25 visites d'évaluation. Donc on a un peu les retours d'expérience, et on a pu effectivement à la fois montrer les différents outils, à la fois concernant les professionnels, que ce soit la mise à jour des contrats de travail, que ce soit la mise à jour du règlement intérieur des établissements. Le fait que dans chacun des établissements, au moins une fois par an, il y ait une réunion, ce qu'on appelle une réunion institutionnelle. C'est une réunion en fait avec la direction et l'ensemble des professionnels qui a lieu tous les mois, qu'au moins une fois par an, il y ait ce sujet qui soit abordé. On remet également, et on l'a présenté bien sûr lors des visites d'évaluation, le livret Parlons de la maltraitance, qui est remis à chaque nouveau professionnel lors des journées d'intégration au sein de l'ADAPI, et lors de ces réunions institutionnelles, on reparle effectivement de ce livret et en quoi il consiste et jusqu'où va la maltraitance et quelles sont toutes les formes surtout de maltraitance. Voilà. Donc ça, c'est pour les professionnels. Alors, ce que j'ai oublié aussi pour les professionnels, que ce soit les nouveaux professionnels qui arrivent à l'ADAPI, ou en tout cas les professionnels en poste, il y a il y a deux formations obligatoires. C'est bien sûr la formation à la sensibilisation au handicap que l'on accompagne. C'est pas effectivement évident d'accompagner des personnes avec troubles du neurodéveloppement, troubles du spectre de l'autisme ou déficience intellectuelle ou handicap psychique. Voilà. Et puis la deuxième formation obligatoire, c'est une formation effectivement sur le sujet de la maltraitance et de la bientraitance. Ça, c'est pour les professionnels. Pour les personnes accompagnées, et on a eu beaucoup de contributions quand on a présenté ce plan de leur part. Pour les personnes accompagnées, elles souhaitent également qu'il y ait dans chaque établissement une personne accompagnée référente sur le sujet, parce qu'elles savent bien que c'est pas si simple pour une personne qui ressent éventuellement une situation de maltraitance d'en parler à une autre personne. Ça peut être plus simple. Donc, bien sûr, et puis ça va dans toute l'orientation que nous avons aussi au sein de l'ADAPI, de renforcer l'autodétermination des personnes et de les former justement à ce que c'est de subir un acte de maltraitance. Et puis à la fois pour les familles, bien sûr, nos familles sont forcément nos administrateurs aussi, donc il y a régulièrement, bien entendu, des échanges entre les directeurs d'établissement et les familles, et ce sujet est largement abordé. Mais pour essayer de couvrir, je veux dire, tous les outils de la culture du signalement, cette culture du signalement dans le secteur médico-social du handicap, c'est une culture qui est peut-être plus intégrée dans le secteur sanitaire. Dans notre secteur, il est encore plus compliqué. Donc, signaler, c'est pas dénoncer. Et donc, ça, c'est vraiment un sujet de culture, d'acculturation de nos professionnels. Et donc pour cela, on a aussi intégré à la fois un numéro de téléphone avec un enregistreur qui fait que on ne tombe pas forcément sur un professionnel de l'ADAPI, et puis une messagerie dédiée pour effectivement exprimer le sentiment que quelqu'un, une famille ou un professionnel ou une personne accompagnée pourrait avoir. Pour les professionnels, bien sûr, on rappelle le fait de déclarer un effet indésirable, voire un effet indésirable grave, puisqu'on a aussi mis en place toute une démarche stratégique et une fiche pratique quand il y a effectivement un effet indésirable qui apparaît avec les mises en place d'une cellule de crise, etc. etc. Je ne vais pas trop détailler, mais voilà ce qu'on a un peu développé. Ok, merci beaucoup. On voit bien que, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup de ramifications vers d'autres processus transversaux. Ce qui est intéressant là, c'est qu'on voit bien qu'il y a toutes les parties prenantes qui sont présentes, depuis les personnes accompagnées elles-mêmes, les familles, les professionnels et bien entendu le nouveau conseil d'administration qui est pour vous un petit peu concomitant avec les familles. Avec les familles. Ouais. Moi, j'ai envie de laisser la parole à la salle pour demander si vous avez envie d'échanger concrètement avec ces deux personnes qui ont été les chevilles ouvrières, en fait, quelque part de cette démarche bientraitance, lutte contre les maltraitances. Avec effectivement, Madame Jamet l'a cité, la dernière publication de la HAS est à la fois sur promotion bientraitance, lutte contre les maltraitances, que ce soit sanitaire, social et médico-social. Donc ça remonte à octobre, et c'est vrai que ça vient un petit peu compléter le texte de loi qu'on avait jusqu'à présent. Pourtant, c'est un sujet qui est souvent sujet
discussion en formation, en atelier, comment est-ce qu'on peut répondre aux attendus de la HAS avec du sens et que ce ne soit pas trop compliqué après sur le terrain. Si vous n'avez pas de commentaires particuliers, je voulais juste anticiper un petit peu sur l'année 2025 où, comme l'a dit Mathilde Sariquet, l'idée est de pouvoir vous présenter un outil qui est, je vais dire, une alternative ou une autre option en tant que méthode pour arriver à identifier des situations à risque de maltraitance, méthode qui peut déboucher, une fois qu'on a listé ces différents risques, qui peut déboucher sur un plan de prévention et de gestion tel qu'il est demandé par le référentiel. Donc je redis, cette méthode vient soit en complément, soit en remplacement, si vous n'avez pas fait ou si vous n'avez pas aujourd'hui les ressources techniques nécessaires pour mener à bien une cartographie des risques qui serait spécifique au risque de maltraitance. Pourquoi ? Parce qu'on constate que la cartographie, si ça reste la méthode qui a été pendant de nombreuses années prônée, cette méthode suppose, je redis, des ressources en personnel, de la technicité, et en général reste l'apanage d'une équipe qualité ou en tout cas d'un groupe de professionnels où sont rarement, voire jamais, associer les personnes accompagnées elles-mêmes ou leurs familles. Là, ce qu'on vous propose, et on s'inspire en ça de collègues du Pays de Loire, nos collègues de Calirel Santé, qui est la structure régionale d'appui là-bas, ils ont développé en pilote sur un établissement handicap enfant. On voudrait déployer la même chose avec la page sur un établissement pilote handicap adulte, de façon à vous proposer cet outil sous forme d'un atelier où nous allons former des animateurs. Et donc l'idée, c'est qu'à partir du 2e semestre, que ces animateurs formés puissent aller sur le terrain, repérer les fameuses situations à risque de maltraitance et déboucher, je le redis, sur un atelier. Donc l'idée étant d'avoir un outil moins chiffré, sans doute moins exhaustif, mais beaucoup plus participatif et, j'allais dire, plus facile d'accès pour les personnes qui ne sont pas formées à la qualité, à la gestion des risques. Voilà. Donc ça, c'est un petit chantier qui nous attend ensemble, si vous le souhaitez, pour la deuxième partie de l'année 2025, la première partie étant surtout sur un mode pilote. Voilà. Merci encore pour vos contributions.